Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette nouvelle webconférence, la dernière de l'année, évidemment, on arrive là maintenant en fin d'année. Soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, le sujet traité est un sujet fondamental pour l'entreprise et les managers qui la composent, les principes du leadership mobilisant. Il nous donne aussi l'occasion de vous parler à travers cette webconférence du partenariat que nous avons passé avec nos collègues canadiens de l'Institut de leadership donc mon collègue prendra la parole juste après moi. Voilà. Alors en effet, je suis... attendez, hop. Voilà. En effet, je suis accompagné aujourd'hui de notre expert du sujet, Éric Paquette. Alors, Éric est président et cofondateur de l'Institut de leadership au Canada depuis 6 ans maintenant. Jusque-là, plus de 1600 managers ont été formés à l'Institut. Et Éric démarre aujourd'hui l'Institut en France avec une première session et une première partie de la première session qui a eu lieu il y a 2 semaines et la deuxième partie qui va avoir lieu là à cette fin de semaine. Voilà. Alors avant cela, Éric était chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal, toujours actuellement. Son savoir théorique, couplé avec des expériences très pratiques des intervenants à l'Institut, on va en parler tout à l'heure, confère finalement à Éric une approche très concrète de ce sujet. Alors Éric, moi j'ai une première question pour lancer cette webconférence. On est, et on peut le dire NE ou EST, dans les deux cas ça marche, on est leader ou on n'est pas, non? En fait, c'est à moitié vrai. C'est-à-dire que c'est à 20 vrai. C'est à 20%, c'est pas à moitié alors, d'accord. C'est que les études là-dessus, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a 20 d'innés, de caractéristiques innées qui vont nous faciliter, vont nous amener à être un leader, mais ça veut dire qu'il en reste 80 qui sont acquis. Et c'est là-dessus qu'on travaille, en fait. On travaille à amener les gens plus loin. Bien entendu, les gens qui ont zéro qualité, davantage de la confiance en soi, ou même là, ça se développe, qui n'ont pas les caractéristiques innées, ben, ils ne seront peut-être pas leaders dans leur vie. Je sais que ça va. Mais il faut dire qu'il y a de la place, il y a de la place à de l'acquis. Donc c'est rassurant. Alors de quoi vas-tu nous parler, Éric? Alors vous avez dû le remarquer, Éric arrive tout droit de notre belle province du Québec. C'est un bel accent. Voilà, ça s'entend. Absolument. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? En fait, je vais vous faire une petite mise en garde. Bon, la première, là, je vais la dire tout de suite. Si jamais vous ne comprenez pas les expressions, ben, je sais que Luc, là, je m'appuie sur toi. Je ferai le décodeur, pas de problème. Donc, j'ai une mise en garde à vous faire, parce que le leadership, c'est pas une science exacte. Je vais vous parler un bref historique de l'évolution du leadership dans le temps, se situer là où on est aujourd'hui. Puis je vais vous parler principalement, c'est de ça que je vais vous parler, c'est des fondements, des qualités du leader mobilisant. On va en avoir trois fondements, en fait, de communiquer avec vous. Et je vais vous parler, bien entendu, un peu de la formation en exécutif leadership qu'on a lancé à Paris. Alors tu souhaites nous faire quelques mises en garde. Quelles sont-elles? Ben, comme je le disais plus tôt, c'est que le leadership, ce n'est pas une science exacte. Donc, bien entendu, je vais vous parler de fondements, mais ce que je ne veux pas, c'est à laquelle on ne croit pas, c'est d'avoir une recette à l'américaine. On a un livre surtout de comment devenir millionnaire en 7 clés ou comment devenir leader en faisant. C'est pas ça. Ce que je vais vous parler de fondements, donc des ingrédients. Et la première compétence clé que les gens vont respecter à titre de leader, c'est l'authenticité. C'est de rester soi-même, proche de ses valeurs, être soi-même en fait, de ne pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous parler des ingrédients, puis la recette, c'est vous qui la faites. Okay. Donc ce n'est pas une science exacte, néanmoins je comprends qu'on peut apprendre, hein, c'est bien ça, et en particulier dans notre savoir-être finalement, pour évoluer dans un rôle de leader, n'est-ce pas? Exactement. Alors, très bien, démarrons un peu par un peu d'historique, un peu l'historique de ce rôle du leader dans le temps. Rapidement, c'est qu'il y a eu des phases là, dans le temps où puis on retrouve tous ces caractéristiques-là du leadership. On les retrouve encore aujourd'hui plus ou moins à certaines périodes dans certaines organisations. Mais avant tout, le leadership, le leader est basé sur son pouvoir formel, c'est-à-dire je suis ton patron ou ta patronne, et tu vois des patrons à l'époque.
Donc, je suis ton patron, je te donne une paye, tu m'écoutes, c'est des commandes. C'est quasiment des commandes. Donc, c'était très autoritaire, basé sur l'autorité. Manager, finalement, d'être nommé manager pour être leader. C'est ça. Mais ce n'est pas le leadership d'aujourd'hui. Ça, c'était avant. Il y a eu une période aussi de leaders charismatiques. Jack Welch, entre autres. Donc, des très bons leaders, mais... Président de General Electric. General Electric, exactement. Et qui sont très charismatiques, mais qui n'avaient pas nécessairement, je ne parle pas de Jack Welch nécessairement, mais qui n'avaient pas des compétences, ou pas basées sur la compétence, mais plus sur le charisme. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça fait un temps. Ça ne dure pas, quand il y a des situations où c'est plus compliqué, ça dure moins longtemps. Et de plus en plus, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est selon la situation, donc, selon les circonstances. Qu'est-ce qu'on a besoin comme leader? On évalue les compétences, puis là, on choisit notre leader par rapport à ça. Et moi, ce que je vais vous parler, c'est davantage d'un leadership qui est partagé. En fait, de plus en plus, les organisations sont en mode de gestion de projet. Et en gestion de projet, les gens travaillent, ils n'ont pas nécessairement une autorité formelle. Donc, ça prend du leadership informel, des qualités de leader qui va en fait mobiliser les autres sans nécessairement avoir d'autorité formelle. C'est un peu de ces ingrédients-là que je veux parler. Beaucoup basé sur l'influence en particulier, que l'on peut avoir sans effectivement avoir de grade d'autorité sur les personnes. Donc c'est, je pense, en tout cas moi je te comprends très bien, j'imagine que nos auditeurs, c'est la même chose. Alors, donc si je comprends bien, c'est bien sur ce type de leadership que tu veux axer ton message aujourd'hui. C'est de ça dont on parle. Alors, quels en sont finalement les fondements de ce leadership, on va dire, partagé, collectif? Le fondement de base est le plus important. On reçoit des personnalités de renom qui viennent témoigner dans le cadre d'une formation. Et à peu près tout le monde, ils nous disent tous le même fondement, en fait, le même ingrédient, c'est l'importance d'écouter. D'abord, de s'écouter soi-même, de se connaître, de bien se connaître, ses forces et faiblesses, comment on réagit, mais d'écouter aussi les autres, notre environnement, notre organisation, être à l'écoute, être à observer comment fonctionne la société, comment elle évolue. Et c'est de cette façon-là qu'on va développer notre pouvoir d'influence. D'abord et avant tout, se connaître. On parle ici malheureusement, dans les écoles de gestion, on travaille beaucoup sur le savoir-faire, ce qui est bien. Très peu sur le savoir-être. Alors que, comme vous voyez ici, on explique à plus de 50% le succès d'une entreprise ou le succès d'une organisation par les compétences d'intelligence émotionnelle de leur leader, de leur décideur, de leur manager, de leurs collaborateurs. Donc, il faut travailler sur deux choses, sur les compétences personnelles et sur les compétences qui sont sociales. Il faut prendre ce pas de recul-là quand on est un leader pour s'observer et dire, quelles sont mes forces? Comment je me gère dans telle situation? Quelles sont mes valeurs? Et c'est comme ça que tranquillement, on peut se mettre dans la peau de l'autre et dire comment lui me voit avec ses lunettes à lui. Ça prend un certain recul pour faire ça. Donc effectivement, si je lis bien, c'est se connaître soi-même déjà, se gérer, une fois qu'on se connaît, exact. Et notamment par rapport à ses émotions, qui peuvent être effectivement fortes, connaître l'autre, finalement, pour mieux s'adapter, mieux communiquer, mieux mobiliser de manière générale. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, comment fait-on? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le leadership, c'est d'abord avant tout une relation d'influence. C'est une relation qu'on a avec les autres. D'où l'importance de gérer, mais de gérer nos relations. C'est important aussi, je me permets de rajouter ça, c'est qu'on n'a pas la même influence sur Pierre que la même influence sur Paul ou Jacques. Donc, effectivement, connaître l'autre est absolument fondamental. Tout à fait. On est d'accord. Alors, comment fait-on de manière plus pratique? Là, vous allez remarquer que... Là, il y a un beau brochet qui nous vient directement des lacs canadiens. Des lacs canadiens, effectivement. Bon, vous allez dire, qu'est-ce que ça fait un poisson dans... Alors, ça a été reconnu, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait un poisson dans une présentation de leadership? Je vais vous expliquer, ça va faire du sens. En fait, il y a plusieurs années, on a fait une expérience, les scientifiques en fait américains ont fait une expérience. Ils ont mis un brochet dans un grand aquarium de vitres. Donc, imaginez un grand aquarium de vitres. Grand. Oui. Et à l'intérieur de l'aquarium, ils ont descendu un cylindre de verre avec des petits poissons. Puis, croyez-moi que les brochets, c'est agressif, ça aime manger les petits poissons. Et ils ont observé le brochet. Donc, le brochet, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu faim, il a tenté de manger les petits ménés, de manger les
les poissons, mais il se cognait dans la vitre, constamment. Donc, il a fait ça plusieurs fois. C'est un poisson, il faut lui laisser un peu de temps. Et éventuellement, il a réalisé que bon, ça ne fonctionnait pas. Visiblement, il ne pouvait pas se rendre au poisson. Et quand il a arrêté de compris qu'il y avait une vitre, c'est là que les scientifiques ont retiré le cylindre et ont laissé les poissons libres dans l'aquarium. Et le brochet, comme il avait été conditionné qu'il ne pouvait pas manger les poissons, malgré qu'il avait faim, malgré que les poissons étaient là libres, la situation avait changé, il a arrêté. Il n'a plus réessayé de manger les poissons. C'est quoi la leçon de ça qu'on peut tirer? C'est qu'à quelque part, je m'excuse de vous le dire, c'est qu'on est tous des brochets. On a tous eu nos échecs, on a tous nos... C'est très sympathique, mais c'est vrai, on a tous eu nos échecs, puis c'est très inconscient. Si j'ai un exercice à faire aux gens, peut-être à la maison, c'est de prendre 10-15 minutes, de réfléchir à quels sont mes vitres à moi. Déjà, de réaliser, de les rendre plus conscients, parce que la vérité, c'est que les choses changent. Les choses évoluent. Les situations ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas qu'on avait une idée ou on avait un projet ou on avait une stratégie il y a quelques années ou plusieurs mois que maintenant elle est plus bonne. Donc, c'est un peu ça à réfléchir. Puis à réfléchir aussi quand on est en position d'autorité sur des collaborateurs, bien, on joue le rôle de la vie. On bloque les initiatives. Et on ne veut pas ça dans les organisations. Ça fait qu'on développe des collaborateurs en brochet qui arrêtent d'avoir des initiatives. Et là, c'est très démobilisant. Et donc, en fait, c'est les barrières qu'on se met soi-même, finalement, et qui nous empêchent, finalement, d'évoluer dans ce rôle de leadership parce qu'on n'a pas compris les changements. Tu l'as très bien exprimé. Changement de situation par rapport au cylindre qui était retiré. Et malgré tout, on est resté coincé dans ces fondements premiers, finalement. Donc, on n'a pas adapté. Très bien. Alors, par la suite. En fait, c'est en lien avec ça. Là, on parle des échecs, mais aussi s'encarcaner, si on veut, dans nos réussites ou dans notre recette. S'encarcaner. Donc, c'est rester dans un carcan. Exactement. Donc, c'est sûr que le verbe existe en français. Rester dans son carcan. D'accord. C'est-à-dire que la principale défaut des leaders, c'est de ne pas évoluer. Et un peu ce que Darwin nous disait par rapport aux espèces, c'est pas nécessairement le plus intelligent des espèces, c'est pas le plus intelligent des leaders, c'est pas lui qui va avoir la meilleure stratégie à un moment donné, c'est celui qui sait évoluer. Donc, d'où l'importance d'observer et de s'adapter. C'est ce que je disais, c'est que le principal défaut des leaders, c'est de penser que leur recette qui vont ramener au succès soit toujours la bonne, toujours la même. Les gens qui font ça, c'est vrai pour un leader, c'est vrai pour un manager, mais c'est aussi vrai pour une organisation. On a vu des très grandes organisations réussir, et éventuellement complètement disparaître parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. C'est important de prendre ce pas de recul-là et l'observation nous permet justement de pouvoir réagir, de bien s'adapter au changement. Pour le changement, c'est le maître mot que tu viens de lâcher, clairement, c'est très important. Pas d'idée préconçue, mais néanmoins quand même, pour un leader, j'imagine, une forte conviction pour avancer, mais tout en sachant s'adapter finalement et adapter son chemin pour y arriver, parce qu'il peut être très différent par rapport à des situations qui vont changer de manière générale. C'est un point effectivement fondamental que tu soulignes. On est là sur l'aspect individu. À quoi faut-il faire attention vis-à-vis finalement de l'organisation dans laquelle on évolue? Dans laquelle, pardon, on évolue. Ouais. En fait, les managers, les leaders doivent toujours observer, en fait, s'assurer de trois choses. Si on veut, le secret, il est ici. Là. En fait, il y a trois choses qu'il faut constamment regarder. On peut imaginer trois téléviseurs, il faut constamment avoir les yeux sur les trois téléviseurs. Le premier pictogramme que vous voyez, c'est en fait le sens. Il faut travailler, s'assurer que les gens savent pourquoi on fait les choses. Quelle est notre mission, nos valeurs, notre vision? Quelles sont les attentes? Quels sont les résultats attendus? Quand je parle des attentes, est-ce que les objectifs sont clairs, sont concrets? Et les objectifs sont quantitatifs. Il y a des objectifs qui sont aussi qualitatifs. C'est-à-dire quels sont les comportements qui sont attendus. Les gens veulent savoir le pourquoi. Et surtout pas d'implicite dans le management. Non, exactement. Tout doit être dit de manière extrêmement explicite. Oui, exactement. Il faut que ça soit très clair. Vision, sens. Sinon, si on ne sait pas où s'en va, on n'est pas mobilisé.
les gens ont besoin de plus en plus, en plus les gens sont scolarisés de plus en plus, c'est plus transactionnel comme on dit, on a besoin de comprendre ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a établi nos résultats, nos objectifs sont clairs, est-ce qu'on a les moyens, les outils, est-ce qu'on les a pour réaliser? Si l'écart entre ce qu'on attend des gens, dans le fond, on n'a pas les moyens, c'est complètement démoralisant aussi. Si on dit on nous attend à avoir tel chiffre ou tel résultat, alors qu'on n'a même pas les outils marketing, on n'a pas la formation, bref, on n'a pas les ressources. Donc, c'est important de s'assurer. En France, il y a une expression qu'on aime bien, c'est qu'on ne grimpe pas l'Everest en tongs. Ah, bon, je la connais pas. Mais elle est très bonne. C'est ça, voilà. Et finalement, ce que vous voyez, c'est le climat de travail. S'assurer, puis c'est souvent ça qui fait la différence entre des organisations là, qui ont une bonne stratégie, qui ont les ressources, c'est le climat de travail. Est-ce qu'il y a un climat de reconnaissance? Est-ce qu'il y a une responsabilisation? Est-ce que les gens ont le pouvoir de décider? Est-ce que c'est transmis? Comment on gère les conflits? Bref, s'assurer que ces trois choses-là soient en adéquation. Donc, il n'y a pas d'écart entre les moyens, exemple, les résultats. Alors, ce que je remarque là, c'est que c'est une équation à plusieurs variables, à 3 variables. Que se passe-t-il si l'une d'entre elles est nulle? Comme vous voyez, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Donc, si on est 0 à quelque part, on est 0 partout. D'où l'importance d'avoir ces trois clés-là toujours. Puis, c'est pas juste, en passant, c'est pas juste à la direction générale ou au chef ou à la chef d'entreprise, c'est la responsabilité de tous les managers. De tous les managers. Très bien. Donc, l'inciter d'avoir un bon équilibre entre la vision, le sens, les outils, les moyens, et puis l'équipe, l'organisation, pour arriver finalement aux objectifs que l'on s'est fixés. C'est clair pour le premier fondement, pardon. Alors le deuxième, qu'est-il? Une fois qu'on se connaît bien, qu'on a observé, qu'on a établi une vision, une bonne stratégie parce qu'on a bien observé, qu'on a vu évoluer, ça prend du courage. Parce qu'un leader, par définition, ça doit trancher, ça doit décider, c'est l'ultime responsable, en partie. Donc, ça prend du courage. Le fameux courage managérial. On entend souvent parler du courage managérial. Il ne faut pas mêler le courage managérial à sauveur. C'est pas le héros. C'est pas le héros. C'est faire la bonne chose. En fait. Comment doit-il s'exprimer finalement, ce courage managérial? En fait, il y a plusieurs choses. Juste avant, on peut parler peut-être de Peter Drucker. On a Drucker en France, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Je connais aussi, mais non, c'est pas le même. En fait, Peter Drucker, c'est un penseur de la gestion. On peut même dire que c'est le gourou. Il a écrit plusieurs livres. C'est un scientifique américain qui est très reconnu à travers le monde et qui a dit, qui a tout à fait raison, c'est qu'à chaque fois qu'on voit une organisation qui réussit, c'est que quelqu'un, à quelque part, a pris une décision courageuse. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un leader qui ne décide pas. Bien sûr qu'il faut prendre le temps de bien évaluer les situations, il faut prendre le temps avant de décider, mais il faut décider. Il faut avoir cette confiance en nous. Plus on décide, plus on prend des décisions, plus on devient confiant. Donc, c'est important pour le leader de bien de décider, en fait, de faire la bonne chose. Je me trompe peut-être de temps en temps, mais je me dis, moi aussi, de temps en temps, il vaut mieux peut-être prendre une mauvaise décision que pas de décision du tout. Effectivement, effectivement. Et en fait, le courage, ça se traduit aussi par une certaine prise de risque. Des fois, c'est un changement de cap. On ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Mais des fois, je peux donner l'exemple d'une amie à moi qui est d'ailleurs un intervenant à l'Institut Leadership, qui est un propriétaire d'une entreprise au Canada de pays d'environ 300 collaborateurs, 300 employés, et qui a déjà pris une décision qui était courageuse, c'est-à-dire qu'il y avait un client qui n'avait pas une bonne attitude vis-à-vis des collaborateurs, avec les employés, et il a dû l'appeler une fois, pour dire que c'est un bon client. Et il a dit, c'est pas une façon de se comporter, c'est pas dans les valeurs de mon entreprise. Et ça s'est poursuivi. Et la deuxième fois, il l'a rappelé pour lui dire qu'il n'était plus client, qu'il laissait faire le contrat, qu'il ne plus jamais faire affaire avec. Donc, ça a pris du courage. Mais ce que ça a eu comme impact, c'est que ça a mobilisé son équipe d'une façon incroyable. Et on sentit que le leader, président de compagnie dans ce cas-ci, était derrière ses employés. Donc, un exemple de courage, ce n'est pas toujours une question d'innovation, de stratégie. Des fois, c'est une question aussi de
Oui, respect des valeurs. Respect des valeurs. Respect de ses valeurs, rester dans ses valeurs. Très bien. 3 fondements, 2, il en manque un, le troisième. Le troisième va peut-être vous surprendre un peu, mais je parle de générosité. Les leaders qui sont généreux, là, je ne parle pas de la générosité, j'ai besoin d'un congé, je vous l'accorde, une augmentation de salaire. Donc, ce n'est pas l'idée, même s'il y a des beaux petits cœurs dans le programme, ce n'est pas l'idée d'être aimé, c'est l'idée de se faire respecter, d'abord avant tout, le leadership. Mais la générosité, c'est en termes de temps, en termes on dit empowerment. On donne l'espace de décision, on donne le pouvoir, on remet le pouvoir. Puis ça prend de la maturité, ça prend de la confiance en soi. Bon, ça prend un certain temps. Je parlais du leadership collectif, là. On est en plein dedans là, en ce moment. Donc, on partage ce pouvoir-là. Et je peux vous dire qu'il y a une certaine réciprocité. Habituellement, quand on donne le pouvoir, on nous remet davantage que quand on veut le garder pour nous. C'est là où les gens arrêtent un peu de nous respecter. Donc, partager le pouvoir, c'est la générosité. D'accord. Donc, un manager finalement aujourd'hui, un leader aujourd'hui, n'est plus le manager d'hier, des années 80, on va dire, avec un style très directif, voire dans certains cas d'ailleurs dictatorial. C'est bien ça. Exactement. On n'est plus dans ce modèle-là aujourd'hui. Très bien. Je peux vous donner un exemple de ça. Ici, c'est la photo en fait, il vient de prendre sa retraite, là, on vient de rendre les armes, on lui a rendu hommage aux Invalides. C'est le directeur général, l'ancien directeur général de la gendarmerie française. Oui. Et encore d'armée. Hein. Ah oui, exactement. Donc, le général, si on veut. Puis on a eu la chance de le recevoir à Montréal. Je veux vous dire qu'il a livré un témoignage qui a marqué. On s'attendait à nous, un genre de leadership qui est plus directif. Bon, c'est l'armée, on s'imaginait, on fait une commande, tout ça. Et je pense qu'une qualité de leader, c'est d'avoir l'humilité. Et c'est ce que M. Lizurie, le général Lizurie nous a transmis. En fait, c'est que comme chef d'entreprise, c'est plus de 100 000 hommes et femmes dans la gendarmerie française, premier responsable à la tête de ces gendarmes-là, il est tout à fait conscient que quand il décide qu'il prend une orientation, en tout cas qu'il partage l'idée de prendre cette orientation-là, les gens, ils ne s'opposeront pas nécessairement. Et il est très conscient de ça, un peu ce qu'on appelle le phénomène de la cour du roi. J'ai vécu ça, moi j'ai été conseiller pour un ministre québécois, puis on voit ça autour du premier ministre, autour du ministre. Il y a de la misère à contradire ces gens-là. Et lui, il était très conscient de ça. Il a conscience, il l'écoute. Et il y avait la générosité de dire, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Puis quand tout le monde était d'accord, pour éviter les points morts, il dit, je vais faire un exercice, vous allez jouer le rôle de l'opposition. Quelle idée géniale pour dire, s'assurer qu'il n'y a pas d'angle mort. Et ça fait en sorte que ça nourrit en fait l'idée de, on peut c'est quand même lui qui décidait, mais on peut quand même avoir notre idée aussi de faire modifier les idées d'adhésion collective. Hein. Exactement. Alors je vois que Yassamine pose une question. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez en poser des questions. Ça va faire un plaisir de vous y répondre. Donc Yassamine nous dit, est-ce délégué le rôle d'un leader? Tout à fait. C'est de déléguer, c'est de s'assurer que les gens, je parlais des 3 télévisions, c'est déléguer, mais en s'assurant de ces 3 choses-là. Effectivement. C'est ça la générosité, c'est effectivement le pouvoir de déléguer. Alors attention que déléguer, c'est pas tiens, fais ça et débrouille-toi. Hein. Il y a une façon de déléguer, on n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail. Tout à fait. On se fera un plaisir. On parlait des moyens, là, tantôt, voilà. En gros, pour déléguer, bien déléguer, il faut savoir répondre à 3 questions. Fait-il, peut-il, veut-il? On aura l'occasion d'aller plus loin si vous le souhaitez. Alors, ensuite. Quand je parlais de générosité ici, c'est le leader, c'est l'ultime responsable. Oui. C'est comme ça que je le vois. Et c'est son échec quand ça ne fonctionne pas. On a tendance, des fois, il y a des gens qui à pointer du doigt, rien de pire. Il faut prendre. C'est vous qui avez la décision. Et des fois, c'est pas. Des fois, vous avez. On pense à un ministre, entre autres, qui prend une décision, des fois, qui n'est pas nécessairement au courant parce que il était mal conseillé, peu importe. C'est l'ultime responsable. C'est la même chose dans l'entreprise. Et d'avoir cette générosité-là, quand on a une réussite, ce n'est pas le leader, c'est l'équipe. C'est aussi, d'ailleurs, on parle de délégation, c'est exactement la même chose dans la délégation. Ce n'est pas très équitable, finalement, d'être leader, manager. Non, ça fait partie du rôle. C'est les autres qui réussissent et c'est le leader qui échoue. Mais c'est une réalité. Mais quand on réussit, puis on réussit en équipe, puis on voit les autres réussir,
c'est vraiment très valorisant. Je délègue, c'est le collaborateur qui réussit, s'il réussit. S'il échoue, c'est moi qui échoue parce que j'ai mal délégué. Voilà, aussi, si on fait un parallèle. Alors, la célébration. Un autre truc, on en parle beaucoup là, dans la littérature d'aujourd'hui, c'est l'importance de célébrer les petites victoires. Ce qu'on fait, c'est qu'on met des objectifs souvent qui sont loin, dans un an. Puis on a l'impression, quand on est collaborateur, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas aussi loin. Et à un moment donné, on perd cette motivation-là, on perd l'enthousiasme. D'où l'importance de souligner, de célébrer les petits pas. Une fois qu'on a atteint, on a avancé vers l'objectif, il faut le souligner. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut que la célébration, la fête, la reconnaissance, peu importe, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut que ça soit en lien, donc la taille de la fête ou la taille de la reconnaissance soit en lien avec ce qu'on a réussi, parce qu'on ne fait pas une grande affaire si on a réussi un petit peu, parce que là, ça ne sera pas cohérent. Et en même temps, l'inverse est aussi vrai. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que les leaders doivent être présents à cette fête-là. Être présents, de partager, de partager, quelle que soit finalement la nature de la J'ai mis un petit lien YouTube, là, c'est une professeure de l'Université de la Colombie-Britannique du Canada, en fait, qui parle de ça. C'est en anglais, mais c'est intéressant si les gens veulent le visionner. Là, donc, créer du lien, c'est important, donc, par ces célébrations. Ça permet d'ailleurs, une fois qu'on a créé le lien, de fixer des exigences, puisque le rôle d'un manager ou d'un leader de manière générale, c'est de savoir faire les deux. C'est créer du lien et pouvoir, par la suite, fixer des exigences, parce qu'on n'est pas que dans le lien, malheureusement, en entreprise, on a aussi des objectifs à tenir. Alors, si tu avais un mot, on arrive quasiment à la fin, un mot de conclusion sur le leadership mobilisant, que serait-il? En fait, je vais l'emprunter à une intervenante qu'on a chez nous, une ancienne présidente, un peu comme le Crédit agricole ici, ça s'appelle le Mouvement des Jardins, qui a représenté le leadership par un logo. Je trouvais ça intéressant de vous le présenter, de vous le partager. En fait, la barre... Ce n'est pas le tramway. Non, ce n'est pas ça. Non plus. Ouais, c'est une façon juste de se rappeler ce que c'est le leadership. En fait, la barre horizontale représente les compétences transversales que le leader doit avoir. Donc, l'aspect de travailler avec les gens, mais ce n'est pas suffisant. Ça peut être charismatique, ça peut être qu'on connaît plusieurs choses, on est ouvert. Mais la barre aussi verticale est importante, c'est-à-dire de plus en plus, on demande aussi aux leaders de contribuer au succès. Pas juste de déléguer, mais de contribuer d'une certaine façon. Exactement. Et le cercle, c'est de travailler ensemble. On pourrait même mettre un cœur par-dessus ça, parce que c'est d'avoir du cœur. Ok, très bien. Alors, l'Institut leadership, c'est quoi, finalement? En fait, on offre des formations courtes, très pratico-pratiques, qui vont toucher à la fois les habiletés de direction, c'est-à-dire le savoir-faire, mais aussi, on prend le temps de recul sur le savoir-être. Là, vous voyez des personnalités françaises, que ce soit M. Raffarin, Mme Coudert, Anne-Marie Coudert, qui est la présidente du CA de la France. Bref, on a des personnalités. Ce qui est particulier dans notre formation, c'est qu'il y a des formateurs, des experts à chaque journée de leur domaine. Exemple, si la stratégie, quelqu'un qui fait la stratégie, un intervenant qui n'est pas nécessairement un universitaire, ça peut l'être ou pas, mais comme on veut de l'expérience, on partage de l'expérience. Puis à travers ça, il y a un témoignage de ces personnalités-là qui viennent, en fait, nous partager leur leçon de vie, si on veut, leurs conseils, ce qui est toujours très, très apprécié. C'est des petits groupes, donc les gens ont accès. La semaine dernière, il y a eu l'ancien premier ministre Cazeneuve qui est venu faire un témoignage. Il y a Marie-Christine Saragosse, la présidente du groupe France Médiamonde, entre autres, qui ont partagé. Les gens ont déjà adoré. Donc, on avait un succès au Québec. C'est de loin la formation la plus populaire en leadership au Québec. Ils s'installent donc en France aujourd'hui. On a le plaisir d'être en France. Alors, pourquoi nous, au terme de cette conférence, nous, Amplitude, pourquoi finalement ce partenariat avec l'Institut Leadership? Parce que très clairement, ce que vous offrez vient compléter notre offre, puisque vous êtes en inter-entreprise, nous on est beaucoup en intra-entreprise, donc ça vient compléter finalement notre offre de formation management en particulier, dans la montée en compétences finalement des managers. Donc c'est quelque chose qui me paraît effectivement important. Parce que nous, Amplitude, on peut effectivement offrir des formations par petits groupes au sein des entreprises, ou faire de l'accompagnement individuel ou encore collectif, notamment à travers des groupes de co-développement, ou encore organiser des conventions managers sur cette thématique-là en particulier.
hein, et c'est la raison qui nous a amené donc à collaborer ensemble, de compléter finalement cette offre-là. Donc, la prochaine session, puisque maintenant celle-ci est en train de se terminer à la fin de cette semaine, la prochaine aura lieu en juin, le 24, 25, 26 juin, 8, 9, 10 juillet, puisque c'est 2 fois 3 jours. Donc, si vous avez un intérêt pour cette formation, venez vers nous en toute nude, on se fera un plaisir effectivement hein, de vous inscrire auprès de notre partenaire Institut de Leadership. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Alors très rapidement, puisque maintenant c'est midi et notre promesse est d'arrêter à midi, il est encore, et ce sera la dernière fois qu'on le dira puisqu'on arrive à la fin de l'année, mais c'est encore un peu jeune. On vous rappelle qu'on a déménagé nos locaux donc au cœur de Paris, au 36 avenue de Wagram. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus nous visiter, venez le faire. On aura un grand plaisir à vous y retrouver. C'est très joli. Et c'est très joli, Eric peut en témoigner. Voilà. Et merci. Donc merci. Il nous reste à vous remercier pour votre attention, votre écoute. Je remercie Eric, effectivement, d'être intervenu à mes côtés. Merci encore. Et nous vous donnons rendez-vous donc à la rentrée, le 21 janvier 2020 à 11h30, notez sur votre tablette, sur une thématique qui est commerciale. Donc, alignez votre offre aux enjeux de votre client, la clé de votre succès commercial 2020. Donc, c'est une bonne occasion de bien démarrer l'année avec un plan d'action commerciale et surtout en alignement de votre offre aux enjeux de votre client pour pouvoir effectivement avoir ce succès attendu. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et nous espérons donc vous retrouver en grande forme à la rentrée. Merci. Je vois que Yassamine nous écrit. Merci beaucoup. Bah, écoutez, on prend les merci. On vous les donne, mais on prend aussi les merci. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.